C'est parti. On vous écoute. Ok, alors MTV, donc je vais le rappeler même si je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc c'est une chaîne de télévision américaine qui au départ diffusait des clips musicaux toute la journée et au fur et à mesure des années en fait c'est doucement allé vers les contenus de télé-réalité. Et donc on va voir en quoi MTV est un empire culturel et commercial. Je trouvais que c'était je trouvais que c'était un sujet intéressant pour le cadre des cultural studies parce que il y a une réflexion intéressante qui concerne souvent ce champ d'études, où il y a très souvent on parle très souvent des tensions et des rapports de force entre les dimensions artistiques et les dimensions économiques au sein du champ culturel. Et, euh, et comme on l'a vu au fil des cours, dans l'histoire culturelle, il y a très souvent ce cycle culture de masse contre culture qui se confrontent très souvent et où l'un va prendre le dessus par rapport à l'autre, qui lui-même va devenir une culture de masse et qui par la suite va lui-même être battu par une nouvelle contre-culture enfin voilà, c'est très souvent une boucle. Et MTV, c'est un cas de ça, et en même temps, c'est une fusion parfaite entre des motivations culturelles novateurs et aussi en même temps, MTV a énormément joué sur une stratégie industrielle de masse pour justement gagner en popularité. J'ai pas de problématique précise, mais du coup on va voir comment au fil de l'histoire d'MTV, il va s'inscrire en tant que phénomène culturel et commercial au sein de différentes industries culturelles. Donc tout d'abord la musique, la télévision, mais plus généralement dans l'industrie du divertissement. Euh, Avant ça, je vous conseille une super vidéo qui dure 40 minutes. Je me suis beaucoup inspiré de cette vidéo-là pour le sujet de l'exposé. Donc c'est Arthur Jor, comment MTV a façonné la jeunesse. Voilà, c'est une très bonne vidéo qui se focus vraiment sur l'histoire d'MTV. Pour le plan, donc c'est un plan chronologique. Hein, j'ai divisé l'histoire d'MTV en trois grandes phases. Donc la première qui va de 80 à 86, où MTV devient un nouvel acteur de l'industrie musicale. Ensuite, en grand 2, un peu la décennie, le premier âge d'or de MTV, où vraiment la chaîne commence à muter et s'exporter mondialement, et va devenir le véritable porte-parole d'une jeunesse, surtout en Amérique. Et enfin le grand 3, donc de 96 jusqu'à aujourd'hui, où MTV vraiment abandonne son origine musicale pour se focaliser sur la télé-réalité pour des intérêts de la chaîne. Mais avant ça, je pense qu'il est important de poser un contexte sur le paysage télévisuel et comment MTV est arrivé dans ce milieu-là. Donc, petite histoire très rapide, la télévision, les premières expérimentations de la télévision, elles commencent dans les années 30. Notamment en Europe, mais ça reste un objet qui reste peu accessible et qui est limité, qui est très fortement limité. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que la télé va se démocratiser extrêmement rapidement. Aux États-Unis, en 1960, c'est 90% des ménages qui ont une télévision chez eux. Et en France, donc en 49, on a 9 Français sur 10 qui déclarent n'avoir jamais regardé la télévision. Et en 74, donc à peine 30 ans après, c'est 80% des foyers qui ont une télévision et il n'y a quasiment pas de différence au niveau des classes sociales. Enfin voilà, la télévision devient vraiment un objet commun dans l'entièreté de dans l'entièreté de la société occidentale d'après-guerre. Que ce soit aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays, il y a très peu de chaînes au début, il n'y en a que 3. Ce qui va amener à une homogénéisation du programme pour coller au mieux au modèle de la famille nucléaire américaine qui s'impose après la guerre. Donc, quand on parle de famille nucléaire, on parle d'une famille donc, qui tient sur 2 générations, donc les parents et leurs enfants. Et donc c'est vraiment le cliché de la famille américaine des années 60, c'est-à-dire la famille propriétaire en périphérie de la ville, avec la voiture, le père qui est cadre, la mère qui est au foyer, et les enfants en bas âge qui sont encore dépendants de leurs parents. Et pour être un peu plus précis sur le contexte télévisuel d'avant MTV, en fait, je suis allé chercher dans des archives
Ah, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. J'ai voulu aller chercher un programme en fait un programme télévisuel des années 60, si j'arrive à l'afficher. Faire comme ça, voilà. Voilà, donc c'est un programme de 1964. J'ai pris j'ai pris pile poil 60 ans avant. Donc là, c'est la semaine du 21 novembre. Et si on va vers donc le 25 novembre, on voit en fait que le programme télévisuel est extrêmement millimétré et doit correspondre, où chaque période de la journée en fait est réservée à une partie de la famille nucléaire américaine. Oui, ça va, on voit. Euh, Par exemple, on voit que le matin, de 6h à 8h15, on a une période où les enfants sont encore à la maison, ils se préparent pour aller à l'école et les parents sont aussi à la maison. Enfin voilà, le père va aussi préparer à aller se travailler. On voit qu'on a énormément de contenu pour enfants. Donc voilà, éducation, cartoon, des contenus éducatifs, des dessins animés. On a aussi une petite section sur une des chaînes d'infos, voilà, histoire que voilà, le père aille s'informer avant qu'il aille travailler. Et dès 8h15, on a un virage, on a beaucoup moins de dessins animés et on commence à avoir des émissions en fait qui explicitement sont nommées comme féminines. On a par exemple Marketing Hits-Women. Avant, on avait Cartoons-Children. Enfin voilà, on a des émissions féminines qui commencent à arriver parce que en fait justement les enfants sont partis à l'école, le père est parti travailler et du coup il reste plus que la mère dans le foyer, donc devant la télévision, et du coup la télévision va diffuser des contenus euh, réservés aux femmes. Aussi un autre exemple, si je le retrouve, voilà, on a un programme de fitness par exemple, un truc très cliché des années 60 jusqu'aux années 90. Enfin, voilà, avec les costumes moulants, les trucs de step et tout. Enfin, si vous avez The Substance, par exemple, qui est sorti récemment, c'est vraiment ce truc-là, quoi. À midi, on commence à avoir le début des feuilletons. On a un peu un retour des programmes pour enfants. À 16h, donc là, on a les enfants qui commencent à rentrer de l'école, donc on a le retour des programmes pour enfants. Pareil, on a les feuilletons. Tous les titres avec un paragraphe en dessous, très souvent c'est des feuilletons ou des films. Donc, et c'est des films grand public, hein. Donc on a du western, on a de la comédie, on a encore des dessins animés, tout ça. Pour ce qui est du prime time, donc de 18h à 20h, là vous le voyez, hein, c'est que des titres avec du texte, donc que des feuilletons, que des séries ou des films qui sont très souvent grand public. Enfin voilà, faut qu'on fasse, vu qu'il n'y a que 3 chaînes, faut faire en sorte que le programme soit regardable pour toutes les générations possibles. Et la deuxième partie de soirée, souvent, qui était souvent de 22h à minuit, on a des choses un peu plus spé, un peu plus réservées aux adultes. C'est encore des films, on a aussi des plateaux. Aussi en France, on avait des émissions, c'est là où on avait des émissions de débat un peu plus sociologiques et philosophiques, où ils avaient un plateau, ils réunissaient des experts et ils débattaient entre eux. Et caractéristique de la télé d'avant, la télé s'arrêtait à minuit 30. La télé n'était pas encore diffusée 24 heures sur 24. Et justement, si j'arrive à remettre la diapo. Voilà, justement, dans les années 70, on va avoir un premier bouleversement dans l'industrie de la télé avec l'arrivée du câble, donc ce qui va permettre aux téléspectateurs de souscrire à un abonnement pour avoir des chaînes en plus. Ça va complètement révolutionner la télé, déjà en brisant le monopole des 3 chaînes avec leur contenu faussement universel. On va avoir notamment l'arrivée de HBO, qui va se focaliser sur les films, qui va diffuser des films, un peu de sport aussi, sans interruption et pub. On a CNN en 1980 qui est la toute première chaîne d'information en continu, type Fox News plus tard et BFM en France par exemple. On a ESPN qui est la chaîne 100% sport, et aussi on a des chaînes qui se focalisent non pas sur un genre mais sur une tranche d'âge, avec l'arrivée de Nickelodeon en 1979
qui est la première chaîne câblée pour enfants. Et donc, à côté de tout ça, on a Robert Pittman, qui avant travaillait dans la programmation télé et a aussi travaillé dans la radio, qui a la même idée que Nickelodeon, donc de se concentrer sur une tranche d'âge, les jeunes. Car il faut savoir que, comme on l'a vu avec le programme télé, c'est que le programme voulait toucher à peu près toutes les tranches d'âge, sauf une tranche précise, les jeunes adultes et les adolescents. On n'a quasiment aucun programme qui est spécifique à eux. Euh, Robert Pittman, en fait, va faire le pari d'aller toucher les jeunes avec MTV. Parce qu'à l'époque, en tout cas pour ce qui est de la télé, le public jeune adulte, adolescent, en fait, était très sous-estimé. On considérait qu'ils avaient peu de pouvoir d'achat et donc qu'il n'était pas très très lucratif de produire des émissions pour eux, pour qu'ensuite ils aillent consommer ce qu'on leur diffuse. Voilà, donc Robert Pittman va arriver, et pour attirer les jeunes, du coup, il va parier sur la musique à la télévision. Par contre, il faut savoir que Pittman n'est pas la première personne à diffuser de la musique à la télé. Donc pour cela, j'ai feuilleté un peu une revue d'histoire, enfin un article d'une revue d'histoire qui s'appelle Le Temps des médias. Et il y a un article de Jean-Sébastien Noël qui retrace un peu l'histoire du vidéoclip. Et donc on a des premières traces de vidéoclips. Ah, et par contre, on va avoir les pubs avec YouTube. Ça va être un peu chiant. Mais donc, Jean-Sébastien Noël, il va dire que le vidéoclip est consubstantiellement lié à la télévision et que dès les années 60, en fait, on a déjà des traces de musique, enfin de programmes musicaux à la télé. On en voyait aussi notamment dans le catalogue que j'ai montré avant. Donc ici, on a American Bandstand, qui est l'une des premières émissions vraiment dédiées à la musique. Donc là, on a les Stones. On a aussi... ah non, American Bandstand est là, pardon. Là, c'est Top of the Pop sur BBC. American Bandstand, donc c'est là, mais bon, enfin voilà, c'est à peu près pareil. On a aussi Soul Train, qui est inspiré de American Bandstand. Donc son créateur, Don Cornelius, justement, il a décidé de faire une émission centrée sur la musique afro-américaine, donc avec avec l'arrivée de la soul, du funk et du disco. Soul Train, c'est quelque chose qui va vraiment devenir iconique. Hein, enfin voilà, ça fait partie de l'imaginaire qu'on a de la période disco. Enfin voilà, avec notamment ce couloir où les gens dansaient au fur et à mesure. Mais donc, c'est un peu les premières traces, si on peut dire, du vidéoclip, mais enfin, parler de clip à cette époque-là, c'est anachronique. Hein. Le clip, c'est vraiment un terme inconnu aux États-Unis à cette époque-là, et on est plus sur des captations visuelles de concerts en plateau que véritablement sur des courts-métrages avec du montage et une réelle ambition artistique. En fait, les premières vraies traces du clip, on va les avoir surtout en Europe, en fait. Notamment en France, par exemple, avec le Scopiton, en fait, c'était un jukebox avec au-dessus un écran qui était intégré. Voilà, c'était un concept qui a très mal marché, qui s'est très peu vendu. Mais pour remplir justement ces vidéos, les labels musicaux, en fait, ont produit en masse des clips avec très peu de budget. Donc là, on a du Claude François, Françoise Hardy, Johnny Hallyday. On voit ils sont très jeunes en fait. Ils allaient surtout aller voir des artistes qui n'étaient pas encore très connus. Et j'ai même trouvé sur internet un DVD qui compilait les pires clips des Scopiton. Voilà. Et donc ça, voilà, c'est une création française. On peut en être fier. Sinon, toujours en Europe et un peu aux États-Unis, en fait, les premiers clips, vraiment comme on les connaît aujourd'hui, en fait, c'est des groupes britanniques qui vont l'expérimenter. Donc là, on a ABBA, Queen, les Beatles, Village People. En fait, ils vont faire des clips et ils vont les mettre sous cassette. Et en fait, c'est vraiment un objet promotionnel. Enfin voilà, c'est vendu à côté des autres merch de musique, quoi, à côté des t-shirts et tout. C'est pas encore popularisé par rapport à aujourd'hui. On a Sight and Sound, en fait, avant le lancement d'MTV, c'était un prototype d'MTV, et là on retrouve vraiment la recette Sight and Sound. J'ai pas trouvé beaucoup d'extraits, mais enfin voilà, donc là c'est un extrait de clip qui diffuse. Et donc là c'est vraiment la recette de ce que va devenir MTV par la suite, c'est-à-dire la diffusion en continu de clips
Et il y avait aussi un aspect assez novateur avec Sight and Sound, c'est que on pouvait voter avec sa télécommande le prochain clip qu'on voulait voir en tapant un ou deux sur la télécommande. Enfin, voilà, il y avait quand même aussi un côté assez interactif que MTV va développer bien plus tard. Voilà. Et maintenant donc la naissance de MTV en 1981. Pour, et donc par son concept, en fait, MTV va déjà cocher des caractéristiques propres à la culture de masse telle qu'elle est définie par Hogarth. On a d'abord le côté technophile de MTV. En fait, par son entrée sur le marché du divertissement, en fait, MTV a pour but littéralement de tuer la radio en y intégrant l'image à la musique et ainsi la rendre plus attractive. On a la dimension reproductive aussi, dans le sens où la chaîne va diffuser en continu des produits culturels courts de 4-5 minutes à la chaîne et qui sont au final que des promotions visuelles d'une musique. On a le côté spectaculaire, évidemment, où d'un côté, il faut que la musique et le clip soient marquants pour garder le téléspectateur devant sa télévision, et de l'autre côté, pour pousser le téléspectateur à acheter l'album en fait, du clip qui est diffusé, et ainsi faire du bénéfice pour le label. Et enfin, culture de masse, parce que c'est une culture qui se repose sur l'image. Enfin voilà, c'est littéralement le support le plus efficace, efficace pour plusieurs raisons. À l'époque, au 19e, c'est parce que voilà, il y avait un taux d'alphabétisation qui était moins grand qu'aujourd'hui. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'au final, l'image est quand même le support le plus efficace pour faire passer un message promotionnel. MTV est donc novateur par sa technophilie au sein du paysage télévisuel, mais aussi par son choix du cible de public, donc les jeunes, je l'ai expliqué avant. Et par son ciblage, MTV va donc représenter une part entière de la société, celle des jeunes, et l'inclure dans l'ensemble des représentations du réel faites par le paysage télévisuel. Avec ses pubs et sa direction visuelle dans son ensemble, MTV va donc proposer tout un style de vie en adéquation avec les jeunes, les poussant ainsi à aller consommer l'ensemble des images qu'ils reçoivent. Avec MTV, on leur dit littéralement quoi écouter, regarder, manger et porter. Et pour attirer les jeunes, l'équipe de Pitman va se mettre à la tâche donc pour attirer ces jeunes avec toute une recherche visuelle qui va être faite pour vraiment marquer l'identité de la chaîne. On le voit, il y a un côté très cartoon, le logo c'est un M avec un TV graffé dessus. Enfin voilà, c'est tout pour attirer les jeunes quoi. Et donc le 1er août 81 à minuit 2, c'est le lancement d'MTV avec la première émission. Et on va regarder la première minute de MTV en fait, et on va voir à quel point c'est vraiment révélateur sur leur ambition. J'espère qu'il y a du son. Pourquoi il n'y a pas de son? Bien. Hop. Ah voilà. 6, 5, 4, we've gone for main engine start, we have main engine start. Je vais y arriver. 7, Voilà. 6, 5, 4, we've gone for main engine start, we have main engine start. Ladies and gentlemen, rock and roll. This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel. Just moments ago, all of the VJs and the crew here at MTV collectively hit our executive producer, Sue Steinberg, over the head with a bottle of champagne, and behold, a new concept is born. The best of TV combined with the best of radio. Now, starting right now, you'll never look at music the same way again. We'll be right back to introduce the other VJs and the other folks who are going to be with us on MTV. I'm Alan Hunter. Voilà, donc là c'est la présentation des. 7, Hop là. 6, C'est la présentation des différents vidéo jockeys, ils appellent ça. Donc c'était des présentateurs en fait qui animaient entre la diffusion de deux clips, qui donnaient un peu des news ou qui parlaient un peu des clips qui allaient passer. Et
On le voit en à peine une minute, en fait, le MTV rentre avec culot et panache sur le marché télévisuel en disant qu'ils vont littéralement changer pour toujours l'industrie musicale et télévisuelle. On l'a vu, hein, on a du coup la métaphore avec le lancement de la fusée qui va conquérir la Lune. On a le logo punk tagué. Dans l'intro, ils disent Ladies and Gentlemen Rock'n'Roll. Donc là, on sait ce qu'ils vont passer comme genre de musique. Le présentateur qui dit qu'un nouveau concept est né. Le meilleur de la télé combiné avec le meilleur de la radio. Il dit aussi qu'on va jamais regarder la télé de la même manière aujourd'hui. Et le tout premier clip du coup qui est diffusé, c'est Radio Star, vidéo kill de Radio Star. Donc pareil là, le message est vraiment clair quoi. Voilà. Donc vraiment ils ont vraiment fait ça de manière très claire et avec panache quoi. Donc MTV est donc très ambitieux. Mais en fait, ce qu'il arrive très bien à cacher, enfin pas trop du coup, c'est qu'ils ont très peu de moyens. Les vidéojockeys qu'on voit là, en fait, c'est vraiment des amateurs. Ils savent pas trop bien gérer la caméra, ils sont un peu gênants et ils sont un peu maladroits. Ils sont limite très ringards, même pour l'époque. Aussi quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est la présentation en fait le look du présentateur. Il est assis sur son bureau, il a des baskets, il est jeune, il a l'air cool. Ça change vraiment. Non mais voilà, ça change vraiment du présentateur à l'ancienne, voilà, sur NBC, donc une chaîne majeure de la télé américaine. Enfin, c'est pas la même génération. C'est vraiment toute une image différente quoi. Et donc pour revenir sur les débuts de MTV, donc comme je l'ai dit, ils ont très peu de budget. J'ai regardé la toute première émission, donc il y a énormément de soucis techniques parce qu'en fait pour changer entre les clips, en fait, ils doivent changer de VHS dans l'enregistreur. Du coup, en fait, on a des pauses de 15 secondes en fait entre chaque clip. Ils ont aussi très peu de clips parce que comme on l'a montré avant, le clip c'est quelque chose qui est inconnu aux États-Unis. Il n'y a que des Européens un peu de niche qui en font. Et du coup, ils se retrouvent avec seulement 250 clips à diffuser dans les 6 premiers mois, ce qui est vraiment très peu. Et des clips d'artistes seulement européens. Et malgré eux, en fait, ils vont s'inscrire dès le début dans l'industrie musicale, en fait, en créant un nouveau mouvement, la Second British Invasion, on appelle ça. Donc, en fait, la première invasion britannique, c'est dans les années 60, avec les Beatles, les Stones ou Led Zeppelin. Et la deuxième, en fait, elle va avoir lieu 20 ans plus tard, grâce à MTV, malgré eux, qui, en fait, à force de mettre en boucle des clips européens, en fait, ils mettaient en boucle, du coup, ces artistes-là. Et donc, va y avoir l'explosion de David Bowie, Duran Duran, qui est-ce qu'on voit d'autre, Billy Idol, Men at Work, enfin bref, voilà, toute cette vague de soft rock un peu expérimental. Et vraiment, l'impact va être vraiment énorme. Il y a une stat en 1984, donc seulement 3 ans après le lancement de l'émission de la chaîne, dans le Billboard américain, donc c'est le tableau qui regroupe les titres les plus écoutés du moment. 40 des 100 singles du Billboard sont britanniques, pour montrer à quel point MTV a eu un impact énorme sur le marché américain. Du coup, à cela en fait s'ajoutent aussi les limites au niveau de la diffusion. Faut savoir qu'on est encore dans les débuts de la chaîne câblée. Et en fait, la chaîne câblée, elle peut pas être captée partout dans les États-Unis, surtout que c'est un pays énorme. Au début, MTV n'est même pas accessible à New York ou à Los Angeles, pour vous dire. Et du coup, durant les 2 premières années, vu que ça commence à marcher, ils commencent à avoir un peu de budget. Ils vont lancer une énorme campagne avec le slogan I want my MTV. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont inciter les gens à harceler les institutions de la télévision pour qu'ils puissent capter MTV. Et donc là, c'est encore l'intro. Et voilà, la campagne elle est très simple, un fond blanc avec les stars du moment du coup. Et c'était vraiment pour attirer les gens à ce qu'ils harcèlent à ce qu'ils appellent les institutions pour qu'ils
ils puissent donner accès à MTV dans leur patelin, quoi. Et ça va marcher. Les gens vont appeler en masse et MTV va s'étendre dans l'entièreté des États-Unis. Et ainsi, MTV va devenir un nouveau média de masse et la radio va prendre de plus en plus au sérieux cette concurrence. Voilà. Mais du coup, au global, à partir de 83, MTV devient un véritable phénomène culturel de masse chez les jeunes et va s'implanter pleinement dans l'industrie musicale avec sa popularisation massive des clips. Donc ça y est, le clip devient devient un outil promotionnel majeur dans la promotion de la musique. Toutefois, ce côté contre-culturel, novateur et un peu anticonformiste, il va avoir ses limites. Ça, je vais passer le passage sur Andy Warhol, sinon j'aurais pas le temps de finir. Donc il va y avoir il y a un progressisme partiel de MTV. Parce que malgré cette image révolutionnaire, MTV va faire preuve de vive critique à ses débuts. Et l'une des plus grosses controverses au début de MTV, en fait, portait sur son choix des artistes diffusés. En effet, très vite, de nombreux artistes en fait, se sont exprimés sur le manque de représentation des Afro-Américains au sein de la chaîne. Pour illustrer ça, on va regarder un passage d'un reportage de CBS. Oh. C'est à cause d'MTV les pubs. Voilà. But there's one group that's not happy with MTV. Many black artists who have been told their music doesn't fit the format. She's a very kinky girl. That's what's happening. We're being sat in the back of the bus television style. And if Pittman gets away with this, and there are other cable shows that form, they're going to try it. Blacks and MTV is the subject of our next report. Sam Ford, CBS News, New York. Black musicians are complaining that they are being left out of the video market, specifically the music, television, cable operation. Sam Ford looks into that in this final report of his two-part series. On va pas tout regarder, sinon j'aurais pas le temps de finir. Mais enfin voilà, on l'a vu avec le témoignage de Rick James, il y a des mots très forts qui sont employés. Il dit qu'on est assis à l'arrière du bus de la télévision, qu'on est exclu de l'art, qu'il doit y avoir des petits blancs qui doivent se dire où est Stevie Wonder, Marvin Gaye, Rick James et Earth, Wind and Fire. Et donc, enfin voilà, on voit que derrière cette image très jeune, anticonformiste, tout ça, il joue avec des codes des genres dominants en fait, en invisibilisant notamment les Afro-Américains de leur chaîne. Un autre extrait qui est intéressant aussi, c'est une interview de MTV avec Bowie, pareil, la même année, en 83, qui va parler, à la fin de son interview, en fait, décide de parler aux journalistes, donc Goodman, et justement le mettre face à cette polémique. It occurred to me, having watched MTV over the last few months, that it's a solid enterprise, and it's got a lot going for it. I'm just floored by the fact that there's so few black artists featured on it. Why is that? I think that we're trying to move in that direction. We want to play artists that seem to be doing music that fits into what we want to play for MTV. The company is thinking in terms of narrow casting. That's evident. It's evident in the fact that the only few black artists that one does see are on about 2:30 in the morning or to around 6. Very few are featured predominantly during the day. No, that's a... I'll say that over the last couple of weeks these things have been changing, but it's a slow process. I know, it's funny, I think people have different perceptions. When you wind up watching, let's say you watch an hour or two, or even 3 a day, people somehow come away with different ideas about
what we are doing. We don't have any kind of day parting for anything, let alone a black artist day parted out of what would be, quote, prime time. We don't have that. Because one sees a lot there's one black station on television that I keep picking up. I'm not sure which station it's on, but there seem to be a lot of black artists making very good videos that I'm surprised aren't used on MTV. Well, of course, also we have to try and do what we think not only New York and Los Angeles will appreciate, but also Poughkeepsie or Midwest. Pick some town in the Midwest that will be scared to death by Prince, which we're playing, or a string of other black faces. That's and black very music. Interesting. Isn't that interesting? You know, we have to play the music that we think an entire. Voilà, enfin pareil, ça illustre très bien la rhétorique de MTV. Hein. Goodman là, il essaye de se défendre face à cette polémique. Enfin voilà, il sort cette excuse du genre pour exclure les racisés, comme quoi justement les Afro-Américains rentrent pas dans le genre rock de MTV. C'est d'ailleurs une rhétorique qu'on retrouve dans l'histoire de la musique. Hein. Il y a beaucoup de nomenclatures de genre qui se sont créées pour justement séparer les blancs des noirs en fait. Enfin voilà, on a Bowie qui précise que les artistes noirs diffusés sur MTV, ils sont sur les heures creuses entre 2h30 et 6h du matin. Goodman qui dit implicitement que MTV s'aligne quasiment avec le racisme partiel, enfin le racisme potentiel des téléspectateurs blancs qu'ils ont, parce qu'ils ont un public majoritairement blanc. Goodman aussi qui dit carrément que Prince va effrayer les blancs de Mississippi. Enfin voilà, c'est vraiment des termes très choquants. Et donc on a ce réflexe constant de se cacher derrière le genre rock pour invisibiliser la musique noire américaine. Et au-delà du public, c'est même une partie de l'industrie musicale en fait qui va se confronter à MTV face à cette sélection raciste. On a l'exemple de Michael Jackson, donc de la diffusion de Michael Jackson sur MTV en fait, qui en fait dans les grandes lignes de l'histoire d'MTV, MTV se vante d'avoir diffusé en exclusivité mondiale Beat It et Thriller sur leur chaîne et donc à avoir fait exploser Michael Jackson en tant que superstar mondial. Mais au final, ils l'ont pas fait par bon cœur. C'est CBS Records qui leur ont mis un coup de pression en fait pour diffuser Michael Jackson parce que CBS en fait les a menacés de leur priver de tout leur catalogue de clips à MTV si en fait ils continuaient de ne pas diffuser les artistes noirs dont Michael Jackson qui était signé chez CBS. Et donc MTV face à cette trop grosse pression ils vont céder et diffuser Michael Jackson avec ses premiers clips de son premier album au début. Et ensuite en 83 donc ils vont diffuser Beat It qui en exclu mondial sur la chaîne. Ça va énormément marcher, puis ensuite il y aura le coup avec Thriller qui pareil marchera encore mieux. Et Thriller aujourd'hui c'est considéré comme l'un des clips les plus iconiques de l'histoire de la musique. C'est l'exemple même de l'investissement massif dans le clip parce que le clip de Thriller on passe d'une musique qui de base est de 400 minutes à un véritable court-métrage d'horreur de 13 minutes avec $900 000 de budget quoi. Et Michael Jackson va donc devenir la porte d'entrée pour les Afro-Américains sur MTV. Et on va avoir l'arrivée de Lionel Richie, Whitney Houston, Prince, Rick James sur la chaîne, avec comme figure de proue Michael Jackson, du coup, qui devient pleinement, qui gagne le statut de roi de la pop dès que les gens commencent à voir ses clips où il danse. Le phénomène du clip devient si grand que MTV va payer $257 000 pour avoir les droits de diffusion du making-of du clip de Thriller. Donc, voilà, si on prend du recul, on passe quand même de 3-4 ans avant à le clip qui est vraiment un moyen inconnu à une chaîne télé qui va payer les droits de diffusion d'un produit dérivé d'une promotion visuelle d'une musique quoi. Vraiment en très peu de temps le clip a vraiment envahi l'industrie musicale quoi. Ensuite, pour ce qui est des débuts de l'empire de MTV, MTV va aller en fait dans d'autres secteurs culturels, notamment le cinéma, qui va s'implanter dans le milieu du clip.
pour promouvoir leurs films. En fait, on a souvent un constat que les blockbusters des années 80-90, ils étaient marqués par une grande BO avec un grand single. Donc là, on a Ghostbusters, on a Footloose, Top Gun, Flashdance. Et en fait, ça n'a pas été fait. Enfin, c'est pas un hasard en fait, c'est parce que vu que le clip marchait tellement bien que les films blockbusters en fait décidaient d'investir en fait dans un single pour le mettre sur MTV et ainsi faire la promo du film pour que les gens aillent voir le film. Autre dimension entre cinéma et clip, on a des réalisateurs aussi qui vont se faire connaître notamment par leurs premiers travaux grâce aux clips. Donc là on a Michel Gondry qui avait réalisé un des clips de Daft Punk. On a aussi Spike Jonze, donc le réalisateur de Her, qui a réalisé un clip de Sting, Englishman in New York. Et aussi, j'ai oublié son nom. David Fincher. Non, pas David Fincher, pardon. Non, là c'est Spike Jonze, pardon. Là c'était David Fincher. Voilà. Et donc là, Spike Jonze, donc, lui le réalisateur de Her, qui avait réalisé le clip de Daft Punk pour les Daft Punk. Donc il y a des nouvelles figures aussi qui vont apparaître et qui vont complètement prendre les codes de MTV avec Cyndi Lauper et Madonna qui ont clairement compris les codes extravagants et le fait qu'il faut tout parier sur l'image. Et donc elles vont aussi grandement influencer la mode des années fin 80. Les artistes installés avant aussi vont jouer avec les codes, avec notamment Michael Jackson. Hein, on le voit là en 83 dans Billie Jean, il est tout beau avec son costard en cuir et sa chemise rose. C'est un gentil garçon. Et à Bad, 3-4 ans plus tard, donc là c'est le clip qui signe son retour. Il a un look beaucoup plus androgyne, avec du maquillage et tout. Et ça c'est une dynamique qui a été créée grâce à MTV en fait, où justement il fallait parier sur l'excentricité de son profil visuel, quoi. Associer l'image à la musique devient alors chose commune, au point où les musiques elles-mêmes mentionnent ce nouveau médium. On a par exemple le clip de Dire Straits, Money for Nothing, en fait, qui mentionne en fait MTV et dont l'histoire dans les paroles, en fait, c'est deux vendeurs dans un vidéo store qui regardent les clips de MTV et qui justement disent que les artistes, ils n'ont jamais travaillé de leur vie et au final, ils font juste chanter et jouer de la guitare à la télé, quoi. Voilà pour dire à quel point MTV s'est implémentée dans l'industrie musicale. Elle est allée au-delà, elle s'est implémentée dans les objets les objets culturels même. Et donc ce modèle qui a imposé à MTV va aussi être critiqué. Beaucoup d'amateurs de musique, de puristes et de critiques vont dire que justement MTV a rendu la musique superficielle avec cette fameuse phrase on n'écoute plus la musique, on ne fait que la regarder maintenant. Il y a un extrait de Jean-Sébastien Noël qui résume très bien cette idée-là. À la rareté de l'écoute s'ajoute l'omniprésence de l'image. L'auditeur se change progressivement en être hybride, à la fois téléspectateur et téléauditeur. Sa capacité autonome à associer son propre imaginaire à la musique qu'il aime ou qu'il écoute simplement est de fait limitée par l'imaginaire du réalisateur. Autre point aussi qui va faire polémique aussi chez MTV, c'est sa soi-disant vulgarité, avec, comme on l'a vu avec Madonna par exemple au premier VMA, son show de Like a Virgin va faire de Madonna à la fois une superstar mondiale et aussi un bouc émissaire pour toutes les critiques un peu plus conservatrices concernant sa vulgarité, sa décadence, etc. Mais par son parti pris, MTV dessine naturellement un choc générationnel et devient ainsi le grand représentant de la culture jeune qui dépasse le monde et la télé. On est qu'au grand 2, j'aurais pas le temps de finir. J'allais me permettre, c'est passionnant. Ouais. Mais si on vous laisse aller jusqu'au bout, on est juste... Oui, du coup... Ce que je vous propose, c'est d'arrêter là. Puis on reprend la semaine prochaine. On reprend la semaine prochaine. Ça marche. Parce que franchement, c'est beaucoup d'éléments très intéressants. Vous rappelez qui sont contextualisés par les images, par le rappel historique. C'est franchement très bien. Donc ce serait dommage de couper... Ok. Après, je voudrais pas gratter le temps de ceux de la semaine prochaine. Enfin, de toute façon, mon écrit, je voulais le faire sur ça aussi. Donc, au pire, vous aurez la suite. On s'y prendra à l'avance. Ok. Nous aussi, on veut la suite. C'est pour ça. Franchement, c'est
dommage de ne pas le faire, donc on démarrera tout de suite. J'étais trop optimiste, je pensais que voilà, Oui, moi aussi, mais... Je n'aurais pas fait la pause si j'avais su que... Voilà. Et bref, on reprend la semaine prochaine, si vous voulez bien. D'accord, Si ça marche. Merci beaucoup. Belle archive. Bon, allez.